Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast Innovacité. On est très fiers de commencer cette série-là de balado-diffusion qu'on va essayer de maintenir toutes les 2 semaines. Je me présente, moi c'est Michel Singh, je suis avec mon collègue ici. Bonjour, on diffuse présentement dans le nouveau lab Innovacité au C30 à la Cité collégiale. Donc c'est ça, ce qu'on veut faire avec le podcast, c'est donner de l'information en technologie, puis relative à la pédagogie aussi. Puis essayer de répondre à vos questions à l'occasion, que ce soit d'ordre pédagogique ou technologique. Puis notre moyen de communication, ça va être notre blog. Fait qu'on a un blog qui se situe à l'adresse innovacité.com, fait que innovacite.com. Fait que vous allez voir à l'écran le blog. Ah, les clés. Donc ici, vous voyez le blog. L'idée du blog, c'est qu'à tous les podcasts, on va annoncer les sujets du blog. Fait que ce qu'on a fait ce matin, c'est ça, on a ajouté un article au blog. On vous invite à vous abonner au blog. Dans la barre de droite, vous pouvez inscrire votre adresse courriel pour vous abonner. Vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles. Non seulement les épisodes, les sujets du podcast, mais aussi d'autres nouvelles en pédagogie. Fait qu'il y a des gens qui contribuent à des ressources informatiques qui sont collégiales comme de l'enseignement à la Cité collégiale. Vu que c'est notre premier podcast à la Cité collégiale, on vous suggère pas d'écrire des commentaires sur des sujets que vous voulez avoir ou sur des fonctions que vous voulez parler ou des affaires technologiques à la Cité collégiale, soit du côté informatique ou du côté enseignement. On est pour vous autres, puis le but du podcast pour vous renseigner sur les nouvelles affaires qui se passent à la Cité collégiale. Excellent, merci Yves. On va commencer la première capsule. C'est Yves, il faut venir ça. C'est sur l'utilisation d'Outlook à la maison, je pense. C'est ça? C'est ça. La première chose, c'est que plusieurs personnes se demandent comment se connecter à la maison avec Outlook 2010. Alors, la même chose qu'on a à la Cité collégiale. Premièrement, il faut acheter Microsoft Office 2010 de la Cité collégiale ou sur le site web. On a un programme d'achat, c'est ça, pour avoir... C'est ça. Le coût est de 60 $. Fait que, une fois que vous avez acheté le logiciel, vous l'installez sur votre ordinateur. Après ça, une fois que vous avez Outlook 2010, là, je vais vous montrer comment configurer l'application Outlook pour vous connecter à la Cité collégiale à travers Outlook. Premièrement, vous pouvez vous connecter avec outlook.lestec.ca, qui est le site web ici. Je vais vous montrer ici. Donc, on a la connexion à travers Internet. Et voilà. Là, vous pouvez regarder à travers le web, vous avez l'interface web, mais il y a plusieurs personnes qui se posent, quelqu'un qui va travailler à la maison, ils disent « Ah, ils n'ont pas la même chose qu'à la Cité collégiale. À la Cité collégiale, vous avez cliqué en Outlook 2010, puis le web n'est pas tout à fait pareil, puis il manque des fonctionnalités. » Là, ce que je vais vous montrer, c'est vous montrer comment vous connecter avec le client Outlook 2010 à partir de la maison sur une plateforme Windows 7 de chez vous à la Cité. Pour ce faire, une fois que votre Outlook 2010 est installé, vous cliquez sur Outlook. Vous allez avoir une fenêtre pour marquer, la première fois que vous démarrez Outlook, comme avec Microsoft Outlook 2010 Startup, qui est la fenêtre de démarrage par défaut. Puis vous faites Next, qui est suivant. Puis aussi, vous demande de connecter soit un serveur Exchange, email ou quoi que ce soit. D'où il faut se connecter en Microsoft Exchange, parce que c'est déjà on a le serveur Microsoft Exchange. Fait qu'on va faire suivant. Puis là, on a 3 options. On va email account, text messaging, puis manually configure server settings, optional server type. La troisième option, c'est celle qu'on va prendre. C'est parce qu'on a un Microsoft Exchange. Les autres, les email accounts, c'est pour stop up trop en app. Nous, on va se connecter directement à Exchange. Fait que là, on va aller directement sur le server settings. On fait Next. Vous allez avoir la troisième option qui s'appelle Microsoft Exchange ou Compatible Service. Et cette partie-là, c'est ici, vous allez cliquer dessus pour vous connecter à un serveur Microsoft Exchange. Puis on fait Next. Et il dit, ah, vous créez un nouveau account, il faut que vous soyez logué dessus, puis on va checker ça. OK, on a une petite erreur ici. On va checker ça. On va sortir, on va aller dans les paramètres du
du serveur. Une autre façon de le faire configurer, c'est qu'on peut aller sur le compte mail, ici. On va aller dans email account. Puis on va faire new. Puis ici, on va faire la première affaire. On va chercher notre compte Exchange. Ici, Microsoft Exchange. On va faire next. La raison pourquoi j'avais une erreur tout à l'heure, c'est parce qu'on a fait des tests, puis on a fait une petite erreur tout à l'heure. Puis c'est pour ça que je peux cliquer au fond. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dans le serveur, on va marquer outlook.lexitech.on.ca. Puis le username. Ici, il va falloir checker. Je vais prendre mon porte-à-moi. Puis là, on va faire un check name. Là, il va vous demander, c'est en haut dans le coin, de vous loguer sur votre domain account, qui est sur le domaine de l'Elastic Collegial. Pour se loguer, ça va être LCCAD / le nom d'usager, puis votre mot de passe. Ça, je peux faire ça à la maison. Je n'ai pas besoin d'être au collège. Pas besoin d'être au collège, je peux faire ça à partir de la maison. Si SCCAD ne marche pas, vous pouvez faire aussi SCCAD.lastitech.ca qui aussi devrait marcher. Et voilà. Fait que là, tu as découvert le serveur Microsoft Exchange, puis il a découvert que mon username existe sur le serveur Exchange. Après ça, vous faites More Settings et ça en bas. Puis là, vous avez le choix. Par défaut, vous n'avez rien touché sur la première page générale, tout est correct. Vous laissez ça de même, tout devrait être correct. Dans le menu Advanced, vous ne touchez à rien non plus, tout est beau, vous laissez ça de même. Dans le menu Sécurité, il n'y a rien à toucher là, vous restez Negotiation Authentication, tout est beau, rien à toucher à ce côté-là ici. Dans la troisième page, la quatrième page, Connexion, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut vous aller Outlook Anywhere en bas, il y a une option qui s'appelle Connect to Microsoft Exchange using HTTP. Vous devez cocher cette partie-là. Après ça, c'est marqué Exchange Proxy Setting. Là-dedans, il faut rajouter des paramètres de connexion au serveur Exchange pour pouvoir se communiquer à distance. Fait que la première étape, la première partie ici, il faut que vous marquez Outlook encore, .lastitech.on.ca. La deuxième partie, vous cochez Only Connect, vous connect using SSL, vu qu'on veut que ce soit une connexion encryptée entre la maison et la collégiale. Puis là, il faut marquer l'adresse du proxy server de Outlook. Fait que l'adresse du proxy server, c'est mssdd.outlook.lastitech.on.ca. Après ça, vous devez cocher Fast Network Connect using HTTP pour améliorer la vitesse de transfert sur les clients Outlook. En bas ici, il faut être certain que vous toujours avez NTLM Authentication de sélectionner. Vous en avez plusieurs, il faut choisir NTLM. Puis ici, il faut les deux crochets soient cochés ici, Slow Network, pour dire à part la connexion se fasse. Ça va être, peu importe la vitesse de réseau en question, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Après, vous dites OK. Vous pouvez appliquer l'application. Vous faites dire OK aussi. Vous faites Next. On dit OK. On dit Finish. On fait Close. On peut fermer ça. Puis si vous ouvrez Outlook, il devrait se connecter à votre compte Outlook. Là, il m'a demandé mon mot de passe de mon domaine, de mon compte LST. Là, vous pouvez cliquer la petite boîte si vous voulez à chaque fois. Oui, vous pouvez cliquer la petite boîte ici pour vous rappeler des paramètres que vous avez sélectionnés. Pour vous rappeler votre mot de passe. Comme ça, toutes les fois que vous embarquez sur votre compte, il ne sera pas obligé de vous demander le mot de passe à toutes les fois. C'est bon si vous avez des enfants à la maison de te décocher pour pas les enfants à jouer dans ton compte email sur Outlook. Et voilà, j'ai accès à ma boîte vocale. Ça va prendre au moins quelques minutes pour que votre boîte aux lettres soit remplie avec vos messages. Mais comme vous voyez, j'ai tous mes cabinets, j'ai tous mes dossiers qui vont apparaître au fur et à mesure à la connexion. Et voilà, les messages ont tout apparus. C'est ce qui conclut la fonctionnalité. C'est super safe parce qu'on s'entend, on a fait un grand changement là, au courant de l'été, de passer de GroupWise à Outlook. Puis je pense que les gens étaient habitués d'utiliser GroupWise à la maison avec
l'application riche de l'application Ouais. complète. Fait que de pouvoir faire la même chose avec Outlook, je pense que ça va être bien apprécié des employés. Ouais. Ça, c'est certain. Mais merci Fait beaucoup, que- Yves. Ah, pas de problème. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez pas les poser sur le blog. On va essayer de vous répondre plus rapidement possible ou quand on va avoir le temps sur la question sur Outlook à la maison. Comme vous savez, les ressources informatiques ne supportent pas les ordinateurs à la maison, fait qu'on ne peut pas vraiment vous aider sur ce côté-là. Bien, merci, Yves. On va passer à la prochaine capsule, qui est une capsule qui parle de l'apprentissage actif. Fait que c'est une capsule un peu plus pédagogique. Puis, ce que je vais faire dans cette capsule-là, c'est que je veux que la capsule soit une capsule récurrente. Fait que, à tous les podcasts, on va essayer de prendre un petit 3-4 minutes pour parler d'une stratégie qui marie justement l'approche de l'apprentissage actif. Ce qu'on essaie de faire avec l'apprentissage actif, puis c'est bien en mode, c'est de moderniser un peu notre environnement d'apprentissage pour inciter les étudiants à travailler de façon active en salle de classe. Fait que de laisser de côté un peu l'approche passive pour les rendre actifs, on pense que ça peut ils vont être plus prompts à l'apprentissage. Puis ce que je vais faire aujourd'hui dans la capsule, c'est juste vous présenter le concept finalement, pas parler trop de technologie. Là, au courant des prochaines semaines, on pourra faire ça. Mais vous présenter le concept d'apprentissage actif à travers le modèle qui s'appelle le cône de l'apprentissage. Fait que je pense qu'à l'écran, vous devriez voir le cône de l'apprentissage qui a été développé par Edgar Dale, qui est un chercheur universitaire, puis qui dit qu'il y a deux modes à l'apprentissage, il y a le mode passif et actif, puis que dans le fin fond, si on regarde la pyramide, le mode passif dit qu'après 2 semaines, ou la pyramide présente qu'après 2 semaines, on se souvient de 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et on entend, 70% de ce qu'on a dit, 90% de ce qu'on a dit est fait. Donc, ce qu'on veut faire, nous autres, quand on a une approche active, c'est de se tenir vers le bas de cette pyramide-là. Puis la capsule, là, ce qu'elle va essayer de faire, c'est de vous montrer des trucs, ou vous montrer des technologies, ou vous montrer des approches qui font en sorte qu'on peut moderniser notre salle de classe pour se tenir vers le bas de cette pyramide-là, où on est plus performant au niveau de l'apprentissage. Fait que pour cette semaine, c'est vraiment la présentation de cet outil-là. Ce que je vais faire sur le blog, c'est que je vais vous partager le lien vers cette belle ressource-là, qui est une ressource qui a été mise par la vitrine technologique, qui est une belle ressource. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. De semaine en semaine, on va introduire des technologies qui nous permettent justement de faire un peu plus d'apprentissage actif. Puis, ça devrait être bien le fun parce que là-dedans, il va y avoir plein de nouveautés puis plein de petits gadgets pour ceux qui sont un petit peu plus technologiques. Merci, Michel. Parfait. Notre prochain item sur la liste, c'est un autre temps que le monde ils ont demandé beaucoup, qui est plusieurs questions qui se passent. C'est comment accéder aux fichiers de chez toi comment accéder aux fichiers de la cité collégiale à partir de la maison. Durant l'été de 2011, on a passé au serveur Microsoft. On a mis en place un serveur web où en vous loguant dessus, vous pouvez accéder à vos fichiers à partir de la maison qui s'appelle mesfichiers.lacitec.ca. Fait je vais vous montrer un petit peu comment ça a l'air, puis ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec. Fait en regardant la page web, on va taper mesfichiers.lacitec.ca. Pas de www, pas rien comme ça, là, juste mesfichiers.lacitec.ca. Fait que vu que le nom du DNS est sur Internet, il va la reconnaître tout de suite. Là, il va montrer votre nom d'usager et votre mot de passe. Vous pouvez entrer votre nom d'usager et votre mot de passe. Et voilà, il va accéder. Qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher ton compte que tu as présentement. Et voilà, vous pouvez voir les différents... Ça, c'est tous les répertoires que j'ai présentement dans mon compte. Vous allez voir qu'il peut voir les fichiers, les différentes affaires. Fait différentes choses qu'on peut avoir. Fait que là-dessus, à partir de là, on va ouvrir un fichier, on peut aller chercher un fichier Word, qui est comme ça là, le fichier tp3.doc. On peut tourner de droite, ou tu peux cliquer sur le menu, mais vous pouvez télécharger le fichier. En cliquant ici sur télécharger, vous allez avoir, puis là tu dis ok, on peut sauvegarder le fichier après soit sur ton desktop, sur ton bureau, ou tu peux le sauvegarder un peu dans tes répertoires à toi, mais pour pouvoir l'éditer chez toi. Fait que là, c'est un vieux fichier que j'ai, c'est un fichier de 97-2003, fait qu'il détecte quelle version que tu as. Fait que en cliquant sur le bureau, ici,
On fait sauvegarder. Il va dans le fichier, puis il va apparaître sur ton bureau. Fait que je clique ici. Veux-tu mon fichier TP3? Il est ici. J'ai des questions pour toi, Yves, par rapport à ça. Ça veut dire que ça, c'est le N, dans le fond. Oui, c'est le N Moi, que tu trouves à ton compte réseau à Steve. OK. Puis, c'est quoi l'espace qu'on a, un usager dans cette station? Un usager, par défaut, on a 150 MB par usager. 150 MB par usager. Fait que j'ai 150 MB de disponible. Pour utiliser, modifier dans ton compte. OK, parfait, merci. Fait que je retourne encore mon fichier. Là aussi, je peux arriver ici, je peux l'ouvrir, puis je peux modifier quelque chose. Je peux l'effacer. Faut que je fasse une nouveau détail en haut ici. On peut l'effacer, on peut le taper, puis on peut sauvegarder le fichier, puis on peut le modifier aux formes qu'on veut, puis on fait un save. Fait que là, après ça, on peut arriver, puis on peut aller réimporter le fichier dans ton compte N. Fait que pour ça faire, tu retournes dedans. Et voilà, on retrouve à la même place. On veut juste réparer, on veut juste réécraser le fichier que tu as mis dessus. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer le fichier. Fait que là, tu as différentes options. Tu as Silverlight. Si tu as Silverlight à la maison d'installer ta machine, tu peux utiliser Silverlight pour juste prendre le fichier et le draguer dessus. Ou tu peux aller chercher le plus, tu peux aller chercher ton fichier avec. Tu peux utiliser Google Docs. Il y a un accès direct à Google Docs aussi, mais ça, c'est l'outil de Google Docs. On parlera de Google Docs dans un prochain podcast futur. Ouais, absolument. Fait que pour l'instant, on va regarder sur 5. On va juste prendre le tab 5. On va faire un browse sur le fichier. Mon fichier se trouvait sur le desktop. En français, c'est sur le bureau. Puis il s'appelait TP3. Je m'en rappelle bien. TP3. Puis on clique dessus, on fait Open. On dit Envoyer. Puis il va dire, le fichier existe déjà. Les fichiers existent déjà, puis vous l'écraser. Tu dis oui, parce qu'on veut, on a fait une modification, puis on veut le refaire. Et voilà, le fichier est refait. Puis si vous regardez la date, vous allez voir que la date est marquée 2012. Fait que le fichier était réécrit par-dessus, puis vous avez un nouveau fichier dans votre compte réseau assez déjà. Puis là, quand vous venez au collège, vous arrivez en salle de classe, par exemple, là, je pense qu'un professeur va sur son N puis voir le fichier à jour. C'est ça. Si vous avez besoin d'aide, il y a l'option Aide en haut, que vous pouvez cliquer, puis il va te dire comment l'utiliser. Avec différents items. Il est en anglais. C'est parce que c'est un produit qu'on a pogné qui est en anglais. Fait qu'on est pogné un peu de ce côté-là. Puis on a des paramètres. On peut changer la langue. C'est le fun de découvrir. Fait que ici, on peut choisir en français. On va faire enregistrer. Mais je pense que ton interface était déjà en français. Paramètres, nom, rechercher, fichier envoyé. Oui, mais là, il est encore en anglais. Quand tu vois, le podcast, c'est quelque chose qu'on n'a pas tout le temps essayé. Fait que c'est un peu... Hey! C'est ça l'idée. C'est ça l'idée derrière. Puis après ça, une fois que tu as fini, vous pouvez quitter votre compte en faisant des connexions ici. Puis vous pouvez, après ça, vous pouvez faire d'autres choses sur l'Internet. Merci Yves, c'est intéressant, ça permet de la mobilité. Je peux travailler dans le même espace, peu importe où je suis. La prochaine capsule, puis encore une fois, ça va être quelque chose qui va revenir assez fréquemment, c'est la capsule Blackboard. Donc, je vais profiter du podcast pour donner des petits conseils, des petits trucs, des petites idées pour les professeurs qui utilisent Blackboard. Puis aujourd'hui, je sais que c'est le début de la session, fait que vous êtes probablement en train de travailler votre contenu, l'améliorer, l'adapter. Puis ce que je voulais vous montrer, c'est comment on peut utiliser YouTube ou des clips YouTube et les intégrer dans le cours Blackboard. Il y a beaucoup de profs qui l'utilisent, YouTube, puis je vous conseille fortement de le faire. Sauf que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on partage un lien YouTube avec les étudiants via Blackboard. Puis là, ce que je vais faire avec vous autres aujourd'hui, c'est vous montrer comment vous pouvez intégrer le clip YouTube à l'intérieur de votre cours Blackboard. Puis après ça, on peut les organiser et ainsi de suite. Fait que ce que je vais faire avec vous autres aujourd'hui, c'est que je vais rentrer rapidement dans Blackboard. Ici, je vais entrer mon nom d'usager, mon mot de passe. Vous devriez tous avoir votre cours Blackboard disponible en ce début de session. Puis là, on va arriver dans le portail, puis je vais entrer dans un cours test, puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop, puis on y va. Fait que je suis dans mon cours test. Mon cours test, bon, c'est un cours de carte du monde. Puis là, je vais créer un dossier ici, sur ma page d'accueil, puis je vais appeler ça Clip YouTube. Parfait. Dans mon dossier clip YouTube, je veux insérer mon clip. Là maintenant, comme je disais tantôt, je pourrais ajouter un lien web vers YouTube, mais le désavantage de ça, c'est que mes étudiants, quand ils vont cliquer sur le lien web, ils vont sortir de mon cours Blackboard,
puis aller sur YouTube. Moi, ce que je vais faire, c'est l'intégrer. Fait que le clip YouTube apparaisse directement dans mon interface Blackboard. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'en parallèle, on va ouvrir un lien vers YouTube. Je vais faire une recherche sur peu importe le domaine. Là, je vais marquer mécanique automobile, mais on s'entend sur YouTube, il y a un peu de tout. Mécanique automobile. Puis ici, je vois quelque chose qui m'intéresse. Le cours de mécanique automobile au CIMIC, c'est quelque chose que je veux que mes étudiants visionnent. Fait que ici, mon clip va jouer. Parfait. C'est ce qui m'intéresse. Puis en bas, on va remarquer qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Partager. Puis en cliquant sur Partager, je vais avoir une option additionnelle qui va s'appeler Intégrer. Puis quand je clique sur Intégrer, YouTube me fournit un petit morceau de code informatique. Bon, le contenu du code informatique, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est copier ce code informatique-là dans ma mémoire tampon d'ordinateur. Fait que je vais faire copie. Puis l'idée, c'est qu'une fois que j'ai copié mon petit code informatique, je vais aller coller ce code informatique-là directement dans Blackboard. Le truc, c'est ajouter un fichier, créer un fichier. Je vais donner un titre à mon fichier. Fait que cours de mécanique CIMIC. Je vais coller le petit code informatique de ma mémoire tampon avec un paste. Je vais indiquer à Blackboard que c'est du code informatique de type HTML, ce qui est effectivement le cas. Puis je vais enregistrer ce nouveau fichier-là. Pour les étudiants, maintenant, si on regarde un peu ce que ça peut avoir l'air, affichage des étudiants, j'ai un dossier qui s'appelle Clip YouTube, puis je vois cours de mécanique CIMIC. En cliquant là-dessus, le clip YouTube va apparaître, les étudiants vont pouvoir écouter le clip YouTube tout en restant à l'intérieur du cours Blackboard. Fait que ça vous permet de garder une interface commune en tout temps. Les gens ne sortent pas de votre cours Blackboard pour aller consulter du contenu sur YouTube. Puis ça va vous permettre ensuite de ça d'organiser finalement tous vos clips YouTube à l'intérieur de votre cours Blackboard. Fait que je trouve que c'est une belle façon d'utiliser des ressources externes puis de les intégrer à même votre cours Blackboard. Si ça se fait avec YouTube, sachez que ça se fait avec d'autres types de services aussi. Puis si ça vous intéresse, comme Vimeo. Vimeo, exactement, d'autres types de services vidéo. Fait que si ça vous intéresse d'explorer des petites choses comme ça, n'hésitez pas à venir nous voir, ça va nous faire plaisir de trouver la solution qui satisfait à vos besoins. Merci Michel. Parfait, je pense que... Oui, vas-y. Je pense que on est pas mal à la fin de notre podcast. Ah, le gadget. Le gadget, oui. Yes. Vu que c'est le premier podcast, on a décidé, on a venu chacun des thèmes. À chaque semaine, à chaque fois qu'on fait un podcast, on va essayer de présenter un petit gadget qu'il y a qu'on a à Cité collégiale ou au informatique ou un peu ailleurs. Fait, le gadget va vous montrer, c'est quelque chose qu'on a au comptoir de près. C'est surtout pour un outil pour les professeurs en salle de classe. C'est un speaker qui permet d'amplifier la voix du professeur en salle de classe. Fait que c'est un petit outil bien pratique. Ça vient avec un fil de connexion ici que vous pouvez brancher dans le mur. C'est bien simple. Vous le branchez dans le mur. Vous avez aussi un fil audio pour brancher après votre PC ou un ordinateur, parce qu'en arrière, il y a une sortie audio pour brancher sur le PC, pour amplifier le son de l'ordinateur si vous avez un laptop ou vous n'avez pas une classe avec des haut-parleurs. Puis ici, vous avez aussi un micro à main que, quand tu l'allumes, il va pouvoir parler, puis il va faire l'interférence, puis il va amplifier ta voix quand tu vas parler en salle de classe. Ce système-là, c'est bon pour après une trentaine de personnes dans une salle, puis ça va permettre permettre d'amplifier ta voix. Si vous avez un problème de voix ou vous ne parlez pas assez fort, si les gens ne vous entendent pas, ceci va aider à... Si vous êtes malade, là. Vous êtes malade, un problème de voix, ben... Puis aussi, si vous voulez pas avoir un micro à main, il y a aussi un appareil où tu peux mettre la chose dans le cou, puis ça fait un micro, puis tu l'ajustes à la hauteur que tu as besoin, puis là tu peux communiquer avec, puis ça va amplifier ta voix aussi. La même chose que le micro à main, c'est que là tu peux te promener avec sans avoir quelque chose dans les mains. Fait que ça, c'est Peux-tu utiliser les deux en même temps? Je veux dire, je peux-tu donner ça à un étudiant, disons, puis moi avoir le micro autour du cou, puis parler. Les deux sont à deux fréquences séparées, puis tu peux utiliser les deux. Les deux vont être diffusés à travers le haut-parleur. Okay. Puis comme vous voyez en avant, ici, vous avez fait différents niveaux de contrôle que vous pouvez ajuster, comme le micro 1, puis vous avez deux inputs, vous avez accès à deux micros. Fait que c'est un outil très pratique, surtout ceux que les profs ne parlent pas faire en salle de classe. C'est vraiment pratique, puis ça amplifie la voix du professeur en salle. Puis d'habitude, après les statistiques ou les qu'est-ce qu'il dit sur le web, c'est que le prof, quand il peut se comprendre mieux, mais il va apprendre plus en même temps aussi en salle de classe. Sans aucun doute. Cool. Fait que, ça, c'est le gadget de la semaine. Vous pouvez l'emprunter. C'est au ressources informatiques au comptoir de près en avant. Vous pouvez le réserver.
vous demandez à Marc Gingimbal en avant, puis il va avoir accès. Ou vous pouvez aussi envoyer un email à la réservation d'équipements audiovisuels. Puis là, après ça, vous pouvez prendre accès à cette belle Il y a d'autres équipements, puis de semaine en semaine, on va en présenter. On va présenter, puis on va en rajouter. Super. Mais je pense, Michel, Ça conclut pas mal notre premier épisode. L'épisode de podcast de l'année 2012. Comme je vous dis, ne gênez-vous pas, envoyez-nous les commentaires, des affaires que vous voulez voir, des affaires qu'on veut faire. On a toute une liste de projets, nous autres, ici, qu'on peut faire, qu'on avait l'intention qu'on va améliorer, puis on va garder. C'est sûr que si vous nous alimentez, on va parler des sujets qui vous intéressent. C'est un petit peu ça l'idée du podcast. Si vous avez des questions, des idées, ben, passez-nous-les, puis nous, ça va nous faire plaisir de faire les capsules là-dessus. Fait que je remercie Bingo d'avoir écouté notre podcast. Puis notre intention, c'est de faire ça à peu près une fois aux 2 semaines, si tout va bien. Puis à la prochaine. Bon début de session.